Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui représente la dernière page du chapitre sur la guerre froide. Elle s'inscrit dans le cours sur la construction de l'Europe, mais elle s'intègre aussi dans ce chapitre sur la guerre froide. Nous avions laissé la guerre froide sur la dernière grande crise, qui était celle d'octobre 1962, la crise des fusées de Cuba. Nous avions évoqué ensuite, mais de manière très générale, un réchauffement des relations Est-Ouest. Donc là, on va faire un véritable bond en avant et parler des dernières heures, des derniers mois de cette guerre froide. Et on peut dire que la fin de la guerre froide a été très très inattendue, totalement imprévue, imprévisible. Même par les services secrets ou les meilleurs conseillers politiques qu'ils soient autour du président français, du président américain ou du maître du Kremlin à Moscou. Ça s'intègre dans le cadre de l'Europe puisque l'Europe, en se construisant, doit tenir compte de la guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, l'Union européenne se construit d'abord à l'ouest, mais il y a toujours, souvenez-vous, cette Allemagne, ou plutôt ces Allemagnes qui cohabitent, ou du moins même qui ne cohabitent pas, mais qui sont dos à dos, séparées par le rideau de fer. RFA à l'ouest, RDA à l'est. Et c'est effectivement l'Allemagne, encore une fois, qui va sonner le tocsin et sonner donc la fin progressive, hein, il va falloir compter deux années, mais la fin de cette histoire qui a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, ou plus officiellement, disons, en 1947, on en a parlé. Je vous renvoie à Staline et au président américain Harry Truman. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette guerre froide, qui par définition n'a jamais vu d'affrontement direct entre les deux grands, entre les Américains et les Soviétiques, pour les raisons nucléaires que vous connaissez, eh bien cette guerre froide va se terminer par un vainqueur sur tapis vert, ou par un vainqueur sur chaos, au choix. C'est tout simplement l'économie qui va terrasser l'un des deux grands. La guerre froide, c'est la compétition qui vise à rassembler le plus grand bloc autour de soi, mais c'est aussi une compétition dans tous les domaines. Ça peut aussi bien être dans les domaines sportifs. Je pense par exemple aux Jeux Olympiques. Il faut savoir que les Jeux Olympiques étaient des moments cruciaux où chacun des deux camps avançait en fait ses athlètes. Mais plus sérieusement peut-être, c'est aussi l'occasion de compétitions scientifiques, de compétitions militaires, etc. etc. Chacun va avoir le plus de missiles à tête nucléaire, chacun va avoir le plus de sous-marins ou de porte-avions ou de présence militaire ici ou là. C'est aussi la conquête de l'espace, c'est pour ça que je parlais de science. La conquête de l'espace a fait partie pleinement de la guerre froide, avec les premiers à dégainer qui ont été les soviétiques, et l'envoi du Spoutnik, le premier engin dans l'espace, puis le premier être vivant dans l'espace, victoire 2-0 encore pour les soviétiques avec la chienne Laika, et puis 3-0 pour les soviétiques avec l'envoi dans l'espace de Yuri Gagarin, hein, le premier homme dans l'espace. Et au final, en 1969, les Américains qui frappent un grand coup, puisqu'ils vont carrément envoyer des hommes marcher sur la Lune. Ce sont les fameuses missions Apollo qui commencent. Tout cela, évidemment, a un coût. Cette compétition, qu'elle soit sur Terre ou dans l'espace, va coûter extrêmement cher. Et à ce jeu-là, ce sont les Américains qui vont sortir justement grands vainqueurs. L'économie soviétique va s'affaiblir progressivement, entretenir des centaines de milliers d'hommes dans l'armée rouge, entretenir des sous-marins nucléaires. Il faut savoir que les soviétiques en auront plus de 300 à un moment donné.
etc., etc. Entretenir les armées des puissances alliées, notamment les démocraties de l'Est, les républiques telles que la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc., etc. Tout ça coûte une véritable fortune. Or, dans les années 70 et surtout dans les années 80, eh bien, l'économie soviétique est exsangue, elle n'en peut plus. C'est le constat que va faire en 1985 le nouveau secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique qui prend le pouvoir, Mikhail Gorbatchev. Et Mikhail Gorbatchev, quand il arrive au règne du pouvoir, avec les rênes du pouvoir à Moscou, au Kremlin, se rend compte que l'URSS est ruinée, que les soviétiques mangent difficilement à leur faim, en tout cas les files d'attente dans les supermarchés sont longues pour arriver dans des rayons vides. L'industrie dysfonctionne. Je vous rappelle que dans l'économie communiste, tout appartient à l'État et qu'il n'y a pas de concurrence et donc il n'y a pas de stimulation non plus pour produire et pour innover. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, l'économie américaine des années 80 est époustouflante de développement. Et donc Gorbatchev se rend compte que cette guerre froide ne peut plus continuer ainsi. Et il va poursuivre des actions qui avaient déjà été entamées par son prédécesseur, ici vous le voyez, Léonid Brejnev, qui à l'époque, dans les années 70, en 1972, va déjà commencer à négocier avec les Américains, donc ici avec Richard Nixon, négocier des accords de désarmement. Ce sont par exemple les accords SALT qui visent à commencer à diminuer la fabrication d'armement et notamment commencer à désarmer parce que évidemment, les soviétiques ne le disent pas à voix haute, quel déshonneur sinon, mais les soviétiques ne peuvent plus assumer cette compétition. Et donc, Mikhail Gorbatchev, quand il arrive en 1985, eh bien, il va continuer ces négociations, notamment en rencontrant le président américain de l'époque des années 80, 1980 à 1988, c'est le président Reagan, donc Mikhail Gorbatchev ici, vous voyez, en train de signer des accords de désarmement. Ce sont les accords de Washington qui visent à poursuivre ce désarmement. Les Américains ne sont pas dupes, ils savent très bien pourquoi les Soviétiques veulent désarmer. Ça ne les gêne pas non plus, après tout, pourquoi continuer à entretenir autant d'armement, sachant qu'il est destiné à ne pas être utilisé, puisque trop dangereux cet armement nucléaire. Donc les Américains ne veulent pas ridiculiser les Soviétiques, mais savent très bien que les Soviétiques sont aux abois. Donc Mikhail Gorbatchev va avoir pour mission, à partir de 1985, de limiter ses dépenses militaires astronomiques et de réorienter l'économie de l'URSS vers le bien-être pour la population, à commencer par le développement d'un accès à la consommation plus simple pour les habitants, assainir l'économie soviétique, l'industrie soviétique, etc., etc. C'est ce qu'on appellera la perestroïka, cette politique donc qui vise à remettre sur les rails l'économie et les stratégies industrielles de l'URSS. Cependant, le mal est fait. Rapidement, Gorbatchev va se rendre compte que les fondations de l'URSS sont vraiment complètement pourries, que le communisme à la sauce russe a échoué et l'URSS va sombrer très 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 progressivement, très lentement. Et il va commencer tout d'abord par gérer les affaires courantes à l'intérieur de l'URSS, donc commencer à se détourner de toutes les démocraties populaires, ce qu'on appelle les démocraties populaires, c'est-à-dire les territoires sous contrôle de l'Union soviétique depuis 1945, j'ai évoqué tout à l'heure, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, etc. etc. Donc arrêter aussi d'entretenir toutes ces armées dans les pays de l'Est. Et donc du coup ça va donner une bouffée d'oxygène à l'opposition dans ces pays-là, à commencer par la RDA. Et ça va, donc on va avoir de plus en plus de mouvements de population. Le mieux serait que je vous montre une carte voilà, ici. Donc comme nous le voyons ici, dans ces différents pays, dans ces différentes démocraties populaires, eh bien, ça va être la porte ouverte
l'expression de l'opposition politique au parti communiste de ces pays. Donc, et on va avoir ici ou là des mouvements de contestation, voire des manifestations dans les rues, tout en sachant que désormais le secrétaire de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, va clairement énoncer l'idée qu'il n'interviendra pas, il n'enverra pas l'armée rouge pour réprimer ces contestations. Et ça va clairement se manifester en RDA, notamment au cours de l'automne 1989, où on va avoir, vous l'avez vu sans doute dans la vidéo que je vous proposais, où on va avoir, je vais vous la remettre en incrusté, où on va avoir tout d'un coup cette foule à Berlin-Est qui va se masser contre le mur de Berlin, contre les points d'accès du mur de Berlin, et points d'accès qui vont s'ouvrir sous la pression de la foule. Les gardes frontières vont paniquer en quelque sorte puisqu'ils n'ont pas reçu d'ordre, et ne recevant pas d'ordre ni de directive, plutôt que de se faire lyncher par la population, ils vont ouvrir les portes, et ainsi, de manière on ne peut plus pacifique, eh bien le mur de Berlin va tomber. Voilà. C'est assez incroyable, c'est le 9 novembre 1989, c'est un moment historique donc totalement inattendu, et c'est donc le début de la fin de la guerre froide, c'est-à-dire que on ne s'attendait pas du tout à ce que tout ça s'effondre progressivement. Et l'année 90, l'année suivante, est une année où un peu partout dans les démocraties populaires, eh bien là aussi, les gouvernements communistes reculent, en Pologne, etc., et finissent par s'effondrer. En gros, la guerre froide va faire pchit, tout simplement. Évidemment, à l'époque, tout le monde est abasourdi, ne comprend pas ce qui se passe, s'étonne de la non-réaction de l'URSS. On n'est pas au courant que l'URSS est dans un tel état d'affaiblissement économique et financier. Les Américains redoutent aussi peut-être une réaction, se disent c'est trop facile, ça paraît trop simple, etc. Bref, c'est vraiment... tout le monde est dans l'expectative. Et donc toutes ces démocraties populaires vont finalement basculer en quelque sorte dans le camp de l'Ouest, vont se choisir désormais démocratiquement des gouvernements, ce qui normalement était promis lors des accords de Yalta de février 1945, eh bien, se réalise seulement maintenant, dans les années 1990-91. En ce qui concerne l'URSS, je vous ai dit il y a quelques minutes que la situation était problématique puisque les fondations économiques et financières complètement pourries. Et là aussi, Gorbatchev sait qu'il ne peut plus faire quoi que ce soit, que le communisme a failli en URSS, et il prépare donc la transition vers la disparition de l'URSS en tant que République socialiste soviétique, et la mise en place d'une démocratie pluraliste, avec plusieurs partis politiques, avec des élections, etc., etc. C'est une période assez trouble puisque il va y avoir dans ce flottement politique et gouvernemental, il va y avoir des réactions, notamment au cours de l'été 1991, avec une tentative de coup d'État en août 1991, je ne pense pas qu'il y ait d'image là-dessus, tentative de coup d'État du KGB, c'est-à-dire la police secrète, les services secrets de l'URSS qui ne veulent pas voir s'effondrer l'URSS, le système et donc leur propre pouvoir. Donc ça, vous retrouverez des images assez facilement sur Internet de ce coup d'État où c'est un moment un petit peu de panique, notamment côté américain, face à ce KGB. Alors le secrétaire général Mikhail Gorbatchev est carrément emprisonné dans une villa en banlieue de Moscou, sous bonne garde. Et on a ce moment de flottement où le KGB demande à l'armée d'intervenir avec ses chars, avec ses blindés, et de restaurer donc le pouvoir de l'Union soviétique. Et au final, eh bien, l'armée rouge refusera de suivre le KGB. Les comploteurs du KGB seront finalement arrêtés. Et quelques mois plus tard, Gorbatchev libéré va mettre fin le 25 décembre 1991 à l'URSS et donner naissance à la République fédérale de Russie, celle que vous connaissez actuellement. Voilà, donc étonnamment, cette guerre froide se termine, je le disais pchit tout à l'heure, se termine comme ça, de manière extrêmement pacifique, de manière inattendue, où tel un château de cartes, eh bien, tout s'effondre brutalement, mais sans plus de dégâts humains.
C'était évidemment à ce moment-là une immense vague d'espoir, hein, pour l'humanité et pour l'Europe et pour la Russie, puisqu'on se dit qu'on va enfin pouvoir souffler. Désormais, la guerre, les conflits, les tensions internationales sont derrière soi et on va rentrer enfin dans un monde beaucoup plus pacifique. On verra dans un futur chapitre qu'en réalité, euh, la guerre froide était un équilibre des forces et la disparition de l'URSS va entraîner un déséquilibre et la porte ouverte à de nouvelles forces euh, bellicistes, hein, mais je ne m'attarde pas là-dessus maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette fin étonnante de la guerre froide. J'espère avoir assez concis, assez clair. Je vous souhaite bon courage. Portez-vous bien. Salut, salut.